quand on pense à la guerre de 14-18, bien sûr, on pense immédiatement à la figure du poilu. La guerre est une affaire d'hommes, les champs de bataille sont uniquement masculins. Pourtant, la guerre de 14 modifie immédiatement ce rapport des sexes à la guerre, ce qui est déjà une première différence avec les conflits antérieurs. Juste avant la guerre de 14, en juillet, a eu lieu à Paris une manifestation immense, la première très grande manifestation en faveur du suffrage des femmes, puisque celles-ci n'étaient pas citoyennes à part entière. On osait encore parler du suffrage universel. Ce suffrage-là n'était en réalité que masculin. Les femmes, les féministes en tête, se disaient que 1914 serait l'année des femmes. Malheureusement, ce sera l'année de la guerre. Dans un premier temps, cette mobilisation remet chaque sexe à sa place, aux hommes les armes, aux femmes les larmes et l'attente. Mais comme cette guerre, contrairement à toute prévision, va durer très longtemps, eh bien les femmes vont être entraînées dans la guerre, et ce d'ailleurs dès août. Pourquoi ? Parce qu'en août 14, eh bien, c'est le temps des moissons, dans un pays qui est majoritairement encore rural, et que le gouvernement Viviani va promulguer un ordre de mobilisation des femmes aux femmes françaises. Il va demander de prendre les champs à leur charge et de remplacer les hommes dans les champs qui devient en quelque sorte le champ de bataille des femmes. Par conséquent, la mobilisation remet à la fois chaque sexe à sa place et en même temps bouleverse les responsabilités hommes-femmes en demandant aux femmes, du moins aux paysannes, d'être immédiatement des remplaçantes. Et ce rôle de remplaçante, au cours de cette guerre qui va donc durer 4 ans, qui est une guerre mondiale dans le sens où il n'y a jamais autant de pays qui se sont trouvés en guerre, qui est une guerre totale, dans le sens où l'avant et l'arrière se trouvent très confondus par moments, même si bien évidemment les tranchées, le combat en armes est le fait des hommes, mais la présence accrue au fur et à mesure des ans de l'aviation va aussi modifier le rapport entre civil et civique. L'occupation de la Belgique et du nord de la France aboutit à ce que les femmes qui sont restées à l'arrière soient dans des zones occupées, soit éventuellement déportées dans le nord de la France, soit victimes collatérales, pourrait-on dire, alors qu'elles ne sont plus victimes collatérales, elles sont entraînées dans la guerre. Il y a des violences de guerre extrêmement fortes, des viols de guerre dans le nord de la France. Donc ces femmes se retrouvent prises dans les raies de la guerre d'une façon très différente des guerres d'autrefois. Et donc l'économie entière est obligée de passer d'une économie de paix à une économie de guerre, et les femmes sont obligées de devenir les remplaçantes des hommes dans des usines, dans les hôpitaux, dans les écoles, bref, dans des lieux où on ne les trouvait pas nécessairement avant-guerre. L'une des idées reçues sur le travail et la place des femmes dans la guerre de 14-18 a longtemps été de dire que le premier conflit mondial mettait les femmes au travail. C'est une idée fausse qui est liée au fait que très souvent, très longtemps, d'abord on n'a pas fait l'histoire des femmes jusqu'à il y a une quarantaine d'années, et que lorsqu'on étudiait les femmes, on regardait plutôt les sources de la bourgeoisie. Alors la guerre ne met pas les femmes au travail, elle met certaines femmes au travail, les femmes de la moyenne bourgeoisie qui travaillaient peu et qui vont se retrouver d'ailleurs dans des secteurs très particuliers. Les femmes du peuple, elles, ont de tout temps travaillé. Elles sont d'éternelles paysannes, elles sont des nourrices, des bonnes, des blanchiseuses, des couturières. La guerre déplace ces femmes d'un pôle de travail, de métier qui justement était dit féminin, à des bastions qui étaient plutôt masculins. L'exemple le plus connu est l'armement, qui était essentiellement aux mains des hommes et qui, étant bien évidemment surdéveloppé pour les besoins de la guerre, se retrouve être aux mains de femmes qui vont se trouver à faire des munitions.
C'est la raison pour laquelle ces femmes ont été surnommées munitionnettes. Et on sent bien dans ce mot qu'on fait une différence entre hommes et femmes. Elles sont munitionnettes comme elles étaient Paulette, Jeannette, Suzette, donc des petites et donc dans une situation particulière. Les photos de l'époque se sont plu à mettre des clichés sur ces femmes en situation masculine. Les voilà en train de conduire des tramways, d'être facteurs, on ne disait pas factrices, d'être garde champêtre, on entend bien le masculin, donc de rentrer dans des pôles qui étaient réservés aux hommes. Et en ce sens-là, la guerre est extrêmement importante parce qu'elle brouille les frontières de sexe et elle montre que les femmes ne sont pas ces êtres fragiles qui devaient laisser des pôles aux hommes. Mais dans les exemples que je viens de donner, ce sont des travaux où les hommes, à part dans les usines d'armement où l'armement est assez bien payé, ce sont des secteurs où les hommes n'étaient pas très bien payés. De toute façon, c'était des pôles d'usine. Et la guerre fait aussi que les femmes vont rentrer dans des bureaux à des postes où elles n'étaient pas auparavant. Elles vont être institutrices pour les garçons, alors qu'en général, elles n'enseignaient qu'aux filles. Dans les lycées, elles vont avoir un rôle plus important et le fait va dénoncer l'idée reçue là aussi qu'une femme n'est pas un équivalent d'un homme sur le monde du travail et donc s'entrebâille des portes qui leur étaient jusqu'alors fermées et donc cela bouleverse évidemment les représentations de genre. Comme on dit, le genre étant la différence des sexes culturels, c'est-à-dire qu'il existe un sexe biologique, un sexe masculin, un sexe féminin biologiquement, mais qu'ensuite la société construit les rapports de sexe en fonction d'une soi-disant nature qui en réalité n'existe pas. Il n'y a pas un ADN du médecin, essentiellement des hommes, et un ADN de l'infirmière qui devrait être des femmes parce que capables de materner. Que la guerre perturbe la différence des sexes est donc une évidence. Ce qui est aussi évident lorsqu'on étudie la guerre sur 4 ans, c'est que la façon dont est appréhendé le rôle et la place des femmes évolue au fil du temps. Dans un premier temps, c'est le temps des louanges. Elles sont formidables, ces femmes, on a plutôt tendance à dire ces petites femmes, qui bien que fragiles, sont prêtes à monter au plus près du front, qui d'ailleurs à se bagarrer pour y être comme Marie Curie, qui n'était pas une femme, si j'ose dire, ordinaire, qui devra se battre pour amener la radiologie au plus près du front. Et ces femmes sont surnommées les anges blancs, ces infirmières. On voit bien déjà que dans ce mot d'ange blanc, il y a une désexualisation. C'est-à-dire que ces femmes de la petite et de la moyenne bourgeoisie vont découvrir la nudité masculine. Pour les hommes, c'est également très difficile, dans leur pudeur, de se retrouver soignés par des mains de femmes. Et en les surnommant anges blancs, on voit bien qu'il faut désexualiser complètement ces femmes. Et dans un premier temps, donc, c'est la louange qui domine. De même, la création des marraines de guerre, c'est-à-dire des femmes qui vont écrire aux soldats qui sont sans famille, qui vont leur envoyer des colis pour essayer de maintenir leur morale. La société dans son ensemble, hommes et femmes mêlés, applaudit à cet acte qui est un acte de bienveillance, un peu dans la continuité de la charité catholique, de la philanthropie. Et puis au fil du temps, ces louanges s'émoussent et petit à petit, on en vient à se demander, certains hommes, mais aussi des femmes, essentiellement des épouses, s'il n'y aurait pas une autre intention. Est-ce que ces femmes, au plus près de leurs hommes, ne seraient pas en réalité des séductrices qui profiteraient de la guerre pour faire des rencontres, des marraines qui s'émanciperaient et qui, comme ça, rencontreraient des hommes, seuls peut-être, mais peut-être aussi mariés. Pour désigner toutes ces femmes qui ont eu un rôle prépondérant dans la guerre, à leur manière et à la manière qui était demandée par le gouvernement et l'ensemble de l'économie, on emploie toujours le mot « remplaçante ». Et le mot « remplaçante » est très clair. Il dit bien qu'on est dans une situation exceptionnelle et que cette exceptionnalité achevée
tout devrait redevenir en ordre et donc chaque sexe devrait retrouver sa place. Or, dans les années 17-18, un certain nombre de revendications féminines montrent bien déjà que les femmes ne l'entendent pas de cette oreille. Il y a des grèves de femmes qui sont très mal perçues parce que faire grève alors que les hommes meurent, ça peut être vraiment un affront aux soldats, et cela montre que ces femmes entendent être traitées à égalité comme travailleuses avec les hommes. La fin de la guerre arrive enfin, bien sûr, elle est applaudie par tout le monde, et le gouvernement, comme il avait mobilisé les femmes, va les démobiliser et va les engager sur un autre front qui est celui de repeupler la France, qui sort bien évidemment exsangue de cette guerre. Et il y a des affiches de propagande qui montrent les femmes casquées comme si elles étaient des soldats, et elles ont des panneaux où il est écrit que leur nouveau combat va être de repeupler la France, et donc elles doivent rentrer au foyer. Et ces femmes vont rentrer. Ce qui est très étonnant, c'est que les femmes ne vont pas s'élever de suite pour dire « mais c'est pas question, je reste au travail ». Alors on peut dire évidemment qu'il était normal qu'elles redonnent leur place aux hommes, sauf que c'est oublier que malheureusement un certain nombre d'hommes, un nombre très important de ces hommes ne reviendront pas, que la mort de ces hommes laisse 600 000 femmes en France veuves, que bien évidemment il faut qu'elle travaille, qu'il y a énormément d'orphelins et que par conséquent il faut nourrir ses enfants, et que la démobilisation de toute façon n'est pas immédiate, on ne claque pas dans les doigts et les hommes ne rentrent pas le lendemain. Donc malgré tout, les femmes vont laisser la place aux hommes, et il faut attendre les années 20-21 pour voir les femmes revenir sur le marché du travail. Néanmoins, il y a des lieux où un décret ne peut rien. C'est comment est-ce qu'on revit avec un homme ou avec une femme qu'on ne connaît plus. 4 ans dans la vie des femmes, voire plus dans la vie des femmes et des hommes, en clair dans la vie des couples, plus parce qu'un certain nombre de ces hommes étaient des soldats célibataires qui faisaient le service militaire, qui ont éventuellement épousé leurs fiancés. Et donc, est-ce qu'on reconnaît son conjoint lorsque, pendant 4 ans, il a eu une expérience de guerre qu'il ne saura pas traduire, qu'il revient aussi souvent blessé dans l'âme ou dans le corps, mutilé. Là aussi, vivre avec un homme qui est un grand mutilé de guerre, qui est aveugle, ou à qui manque un bras, une jambe, ou qui souffre de troubles psychiatriques lourds, tout ça n'est pas évident. Quant aux femmes, elles sont devenues chefs de famille par décret, chefs de famille temporairement en 1915, mais elles ont pris des responsabilités qu'elles n'avaient jamais eues. Elles savent dire « je » et non plus « nous ». Ou est-ce que tu me permets de? Elles ont pris une autorité sur leurs enfants, des enfants qui ont 4 ans de plus, qui ne reconnaissent souvent même pas leur père. Ils l'ont vu de temps en temps lorsqu'il y avait une permission, mais c'est très peu dans la vie et la mémoire d'un enfant. Bref, il faut reconfigurer tout cela. C'est la première fois, depuis que le divorce existe, c'est la première fois que majoritairement, ce sont les hommes qui vont demander le divorce. Jusqu'à présent, c'était toujours les femmes. Il faut savoir que le divorce a été supprimé pendant une grande partie du XIXe siècle, mais là, il y a à peu près 20 ans qu'il a été restauré. Et on s'est demandé pourquoi c'était les hommes. On a d'abord supposé effectivement que c'est parce qu'ils ne reconnaissaient pas leurs femmes, qu'ils ne savaient plus revivre ensemble. Et les archives récemment ouvertes sur ce sujet montrent que la réalité a l'air tout autre. Les travaux ne sont pas finis, mais en réalité, lorsque les hommes rentrent, ils vont demander le divorce parce que la femme n'est plus là. Ou bien ils vont demander le divorce parce qu'il y a un enfant au foyer qui bien évidemment n'est pas le leur. Donc en fait, le fait que l'homme demande, il fait valoir un état de fait, et les femmes ont en quelque sorte elles-mêmes fait éclater le couple. Donc il va falloir que les couples qui vont rester ensemble réapprennent à vivre, et de toute façon, l'après 14 n'a plus rien à voir avant 14. Stefan Zweig est
un des écrivains majeurs de cette période, dit bien que c'est un monde qui disparaît. Et les travaux qui ont été faits ces derniers temps montrent qu'il y a un avant et un après-guerre de 14, y compris dans la façon dont les femmes et les hommes s'habillent. On coupe les cheveux, on appelle ça une coupe à la garçonne, les jupes des femmes diminuent en taille, on a une silhouette féminine qui est une silhouette libérée du corset, et ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'on rentre dans ce qu'on a appelé les années folles, les années 20, c'est-à-dire qu'on veut tourner le dos à la guerre et que le vieux monde et le 19e siècle est réellement mort. Il y a une entrée mathématique dans le 20e siècle qui est 1901, mais en réalité, et pour les historiens, l'entrée dans le XXe siècle, c'est lorsque la guerre s'achève, ou en 14, parce que déjà le monde est bouleversé, mais la vraie rupture, elle est là. Le long XIXe siècle s'achève avec les années folles et un monde qui regarde vers une modernité et un nouveau rapport des sexes. Ce qui est très étonnant après-guerre, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce que les femmes soient remerciées pour leur bon service envers la patrie. Et le propre de la citoyenneté, lorsqu'on défend sa patrie, eh bien, c'est d'avoir les mêmes droits civiques que les hommes. La grande manifestation de juillet 14 pensait aboutir au droit de vote. Eh bien, la France, au lendemain de la guerre, va faire office de ce qu'on appelle lanterne rouge, c'est-à-dire qu'elle est la mauvaise nation en termes d'égalité des sexes, puisque alors que le droit de vote va se répandre en Europe, les Françaises n'obtiennent pas ce droit de vote et le suffragisme va devenir la grande revendication de l'entre-deux-guerres. Il va y avoir un petit temps pour faire redémarrer le féminisme, simplement d'ailleurs par problème générationnel. Les grandes féministes du 19e siècle sont éventuellement, comme Hubertine Auclair, qui est la première suffragiste. Hubertine Auclair est morte en avril 14. Les autres, bien évidemment, ont vieilli. Cette génération d'avant-guerre va passer le flambeau à une autre génération qui va vraiment revendiquer le droit de vote. C'est le grand mouvement suffragiste qui se trouve confronté à une opposition très surprenante, qui est même d'ailleurs une opposition d'une partie de la gauche, qui pense que les femmes, si elles obtenaient le droit de vote, voteraient pour la droite, voteraient conservateur, ont été élevées sur les genoux de l'Église, ce qui, dans l'entre-deux-guerres, n'est plus vrai, puisque les grandes lois républicaines de Ferry ont fait leur œuvre, et que les femmes ne sont plus élevées sur les genoux de l'Église, et il y a une très très grande réticence. On voit des couvertures de journaux comme le Figaro s'étonner de devoir donner le droit de vote aux femmes en disant mais alors à quand le droit de vote aux bœufs. Donc il y a des choses surprenantes. Le droit, les mains des femmes sont faites pour être baisées, pas pour tenir un scrutin de vote, et le combat est donc mené, et une fois de plus, les femmes ont le sentiment qu'elles vont l'obtenir, y compris parce que dans l'Europe entière, ce droit s'obtient petit à petit. Les Anglaises, les Allemandes, les Espagnols. Donc, ça paraît très surprenant que la France paye des droits de l'homme, mais il faut croire que par homme, ils entendent le mal et pas l'être humain. Et malheureusement pour les Françaises, eh bien le bruit des bottes aux frontières, comme on dit, fait que une fois de plus, il y a d'autres urgences. En France, les droits des femmes sont toujours moins urgents que d'autres droits. Et il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale et la fin de la guerre pour que les femmes obtiennent le droit de vote en France.